Enfin, après des décennies d'attente, le coup d'envoi du retour sur la Lune a enfin été donné ce 16 novembre avec le lancement d'Artemis 1 qui inaugurait le lanceur lourd SLS et la capsule Orion. À cette occasion, j'avais envie de revenir avec vous sur les superbes images qui ont déjà été publiées, ce qu'elles montrent, le déroulement de la mission et aussi quelques petites anecdotes que vous ne connaissez peut-être pas. Car derrière les images incroyables qui nous ont déjà été partagées, se cachent aussi plusieurs anecdotes intéressantes et aussi bien des périls que la capsule devra encore affronter avant qu'Artemis 1 ne soit un succès total. Mais avant de pleinement parler de tout ça, je voulais, rapidement, vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. D'autre part, je voulais aussi vous inviter à poser vos questions sur Artemis dans le but, pourquoi pas, d'en faire un épisode FAQ comme pour Web. Sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Pour commencer cet épisode, je vous propose de revenir sur différentes images de la mission et ce qu'il y a derrière. Car depuis le lancement, nous avons déjà eu droit à une quantité assez impressionnante d'images. Que ce soit des images prises en orbite basse, comme ces deux-ci montrant la Terre, ou encore cette vue-ci du premier étage du SLS se situant en fond, il y a de quoi se faire plaisir. Mais bien évidemment, nous avions aussi de magnifiques vues de la séparation de l'ICPS, le second étage, et de façon générale, les images montrant la capsule à différentes étapes de sa mission pleuvent littéralement. D'ailleurs, en parlant de l'ICPS, le second étage du SLS dont la tâche était d'envoyer la capsule et son module de service européen, construit d'ailleurs en partie par Airbus, vers la Lune, l'ICPS allait battre un petit record. Celui de la plus longue mise à feu pour un moteur RL10, une mise à feu de 18 minutes, moteur qui, dans d'anciennes versions, vola dès 1962 et équipa des lanceurs comme Atlas, Delta, Titan ou encore la mythique Saturne V. Mais revenons-en aux caméras. Quand je dis qu'il s'agit d'une véritable pluie d'images, et même si ça manque un peu de photos de bananiers, ce n'est pas une façon de parler. Si le SLS embarquait déjà à lui seul pas moins de 8 caméras, nous fournissant par exemple des images de la séparation des boosters, c'en sont 16 qui équipent la capsule Orion. Assez logiquement, celles qui sont les plus spectaculaires, ce sont les 4 caméras installées aux extrémités de chacun des 4 panneaux solaires de la capsule. Alors je ne vais pas m'attarder énormément sur ce point, mais j'avais envie de vous raconter un petit fait amusant à propos de ces 4 caméras. Le choix a en effet été fait d'utiliser des GoPro Hero Black 4 au lieu d'en développer des spécialisés. Bon, je tiens à le préciser, mais quasiment tout a été changé. L'alimentation, les lentilles, le blindage et beaucoup d'autres paramètres. Au final, les caméras installées sur les panneaux solaires étant exposées au vide spatial et aux variations thermiques qui vont avec, elles ne sont quasiment plus d'origine. Néanmoins, le choix des GoPro pour certaines caméras, 4 sur les panneaux solaires et 3 autres GoPro modifiés dans la cabine, permet de simplifier le développement tout en enregistrant des quantités assez respectables de données. Face à tout ça, on pourrait être tenté de se demander pourquoi il n'y a pas plus d'images accessibles et, même s'il existe des images de quasiment tout et des retransmissions en direct en permanence, n'en déplaise aux complotistes de comptoir, la question est néanmoins assez pertinente. Cependant, pour y répondre, il faut prendre en compte un autre point majeur. Au-delà des photos et des vidéos, ce sont surtout des quantités assez colossales de données, moins spectaculaires, que la capsule doit transmettre. La télémétrie, les conditions internes et externes, l'activité des ordinateurs de bord et bien d'autres. Au final, la quantité de données que la capsule peut transmettre s'en retrouve hélas limitée et une partie des données restera stockée à bord avant de pouvoir être récupérée après son retour dans l'atmosphère,
avant d'être progressivement décortiquées et publiées. Soyez-en donc certains, les images de meilleure qualité, notamment de la Lune, sont encore à venir. Car c'est idiot, mais les images de la capsule sont loin d'être une priorité. En cas d'échec du retour dans l'atmosphère ou d'autres graves incidents majeurs empêchant la récupération des données, celles qui seront les plus précieuses seront celles du comportement de la capsule en vol, tant pour avoir un aperçu de ce qui va que de ce qui n'a pas été. Mais je reparlerai du retour dans l'atmosphère dans un instant. Car actuellement, la capsule Orion vient tout juste d'arriver ce vendredi 25 sur son orbite autour de la Lune, après son survol rapproché du 21. L'animation que vous voyez montre d'ailleurs la trajectoire de la capsule avec son survol de la Lune, son insertion en orbite, puis son retour vers la Terre. Orion restera ainsi près de notre satellite jusqu'au 5 décembre, où elle effectuera un nouveau survol rapproché comme celui du 21. D'ailleurs, pour l'anecdote, lors de ce second survol rapproché de notre satellite, la capsule devrait en profiter pour photographier le site d'atterrissage d'Apollo 11, et ça, c'est pour le dentier des complotistes. Mais bref, la prochaine étape sensible qu'il faudra surveiller, c'est son retour sur Terre. Si, bien évidemment, les différentes mises à feu de son propulseur pour quitter l'orbite de notre satellite et revenir vers la Terre seront aussi des étapes importantes, le retour sur Terre reste l'étape la plus cruciale. Mais cette étape n'est pas complètement inconnue non plus. Le 5 décembre 2014, un lanceur Delta IV Heavy lançait en effet une première capsule Orion qui allait effectuer une réentrée à haute vitesse à près de 312 000 km/h pour une mission qui allait durer en tout 4 heures et 24 minutes. Ce premier vol, qui allait être un succès, allait permettre de tester une première fois Orion dans des conditions réelles. Mais il y a un autre point intéressant avec son retour sur Terre. La capsule devrait en effet réaliser, au début de sa réentrée, une sorte de petit ricochet sur les hautes couches de l'atmosphère, en comptant sur la portance que la capsule créera. L'objectif, ainsi, est de permettre à la capsule de viser une zone plus précise, près des côtes californiennes. Alors que lors du programme Apollo, la capsule pouvait voler sur environ 2800 km, 100 sont près de 8900 que la capsule pourrait espérer obtenir avec un tel rebond, comparable un peu au ricochet d'un caillou sur de l'eau. Pour comparer, vous avez ici en vert le profil du retour d'une mission Apollo, en bleu clair une version courte du rebond, et en bleu foncé celle que réalisera Orion. Ainsi, la capsule devrait pouvoir se poser non loin des côtes californiennes et permettre de mobiliser bien moins de moyens pour la récupérer. L'objectif, ici, est donc à la fois de réduire les moyens techniques engagés, notamment en termes de navires, mais aussi le temps que les futurs astronautes devront attendre avant d'être récupérés. De plus, ce type de réentrée peut aussi permettre de viser un point d'atterrissage avec beaucoup plus de précision, ce qui permettra aussi beaucoup plus de possibilités et de flexibilité pour les départs de la Lune, sans devoir attendre une fenêtre précise pour atteindre une certaine zone. Mais soyez certains que l'on reparlera encore très probablement bientôt de tout ceci. En attendant, je vous propose de laisser Orion autour de la Lune et de nous quitter pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.